Chapitre 56 Pratiques sexuelles secrètes dans le taoïsme chinois. Au sujet des pratiques sexuelles du taoïsme chinois, la principale source d'information est constituée par les matériaux qu'a réunis Henri Maspero dans un long essai bien documenté, qui sera ici notre référence essentielle. On n'oubliera pas pour autant la présence à l'arrière-plan de l'art secret de l'alcôve, courant dans la Chine ancienne et qui a été édité par R.H. Van Gulik. Il faut tout d'abord préciser quelles sont en règle générale les réalisations qu'envisage le taoïsme. Bien que Maspero soit une autorité en matière de sinologie, nous estimons qu'il ne voit pas juste lorsqu'il dit que la conception la plus courante dans le taoïsme concerne l'immortalisation liée à la solution du cadavre, Shi Kie. Ce cas est celui où l'initié taoïste, en mourant, ne laisse pas derrière soi un cadavre, mais à la place une épée ou une verge sceptre, et renaît dans un corps immortel, transformation essentielle du corps éphémère. Selon Maspero, l'enseignement ésotérique taoïste couvrirait le domaine des pratiques en rapport avec le souffle et la sexualité. À notre avis, ce n'est pas ainsi que se présentent les choses. La solution du cadavre a été considérée aussi dans d'autres traditions, non comme une idée religieuse ordinaire, mais comme le terme suprême de ce qu'un adepte très haut gradé peut espérer atteindre. Le christianisme connaît la résurrection du Christ, dont le corps disparaît dans la tombe, et Paul, empruntant sans doute cette notion à des milieux liés au mystère, parle d'un corps de résurrection. On peut associer à cela le thème de l'enlèvement ou de la disparition mystique de figures mythiques, thème présent dans de nombreuses traditions et légendes. La doctrine taoïste du Shi Kie, de la solution du cadavre, appartient au même ordre d'idées. Les pratiques secrètes rapportées par Maspero peuvent rentrer d'un côté dans les procédés destinés à conduire vers cette singulière réalisation, la transmutation du corps jusqu'à ce qu'il soit soustrait à sa corruptibilité naturelle et dématérialisé sans reste. De l'autre, elles peuvent demeurer à un niveau nettement plus bas. Lorsqu'il y est question en effet de la vie éternelle, il est évident dans plus d'un cas qu'il s'agit plutôt de la longue vie, Shangsheng, donc d'une espèce de prolongation extranormale de l'existence individuelle, par réduction des processus ordinaires d'altération du complexe physico-vital et subtil de l'organisme. On pourrait être tenté d'interpréter dans ce sens les opérations de rétention, de fixation et de nutrition du principe vital originel, dont traite, nous l'avons vu, le texte sur le mystère de la fleur d'or. Il y aurait alors une divergence précise par rapport au but des pratiques tantriques et yogiques indiennes, car ces dernières visent plutôt au dépassement de tout conditionnement et à la grande libération, même si l'on estime que l'homme peut y parvenir dès cette vie et dans son corps. Par ailleurs, pourtant, l'opération de conjonction du masculin et du féminin, du yang et du yin, équivalent à la réalisation de l'état non dual, a une importance fondamentale dans les pratiques taoïstes en question. Aussi bien ces enseignements paraissent-ils soumis à une certaine oscillation qui n'est peut-être pas sans relation avec le fait que, comme l'affirme un texte, les recettes les plus importantes du taoïsme ne sont pas dans le texte écrit des livres, elles sont dans les formules qui se transmettent oralement. Maspero distingue les pratiques avec le souffle de celles qui se servent de la sexualité. Les premières, nous ne ferons que les mentionner en passant, car il s'agit pour une part d'enseignements analogues à ceux que nous avons déjà examinés, en traitant de la transmutation endogène. On y voit revenir la notion de l'espace de la force situé dans la région yin du corps. Ei yang, masculine, la partie du corps située au-dessus du diaphragme. Ei yin, féminine, celle située en dessous, et précisément 3 épaisseurs de pouce sous le nombril. Cet espace est maintenant désigné proprement comme le champ du cinabre inférieur, Tang Tien. L'accès à ce champ est bloqué par un seuil que les divinités n'ouvrent pas à la légère. En résumé, la pratique consiste à contrôler le souffle et, l'obstacle étant écarté, à lui faire atteindre le champ du cinabre inférieur. Alors le souffle rencontre l'essence, également appelé le souffle de la femelle mystérieuse.
Ainsi complété et renfermé, c'est-à-dire retenu longtemps, le souffle donne naissance à une énergie hyperphysique particulière qui se répand et circule dans tout le corps comme un fluide, le régénérant et le rendant vivant. Parfois est aussi envisagé un procédé ascendant, au moyen duquel la force se déplace du centre inférieur vers le champ du cinabre supérieur, localisé dans la tête. Elle se transforme alors en un feu destiné à incendier le corps, afin que le corps ait la splendeur du feu. Cela est mis en relation avec la fusion de la forme physique, c'est-à-dire du soma, du corps. Fusion, est-il dit, par analogie avec le changement d'état opéré par le feu dans les substances solides métalliques. Nous sommes ainsi renvoyés à la conception d'un corps transformé qui surmonte la mort. Il y a dans tout cela certaines correspondances avec les enseignements du Kundalini Yoga. Le centre inférieur, la nature innée de la Kundalini, l'obstruction du seuil de la voie axiale, le procédé ascendant, l'union du masculin et du féminin au sommet de la tête. Passons maintenant des pratiques taoïstes avec le souffle aux pratiques avec le sexe comprises dans la même tradition. Dans les manuels sur la sexualité, c'est le terme Yin Tao, la voie cachée, qui désigne l'union sexuelle. Comme le tantrisme, le taoïsme professe le principe que l'usage du sexe, s'il est délétère pour certains, peut constituer pour d'autres, pour ceux qui sont en possession de la connaissance, un moyen de réalisation spirituelle et de salut. Il est dit que coucher avec une femme, c'est comme conduire un cheval au galop avec des rênes pourries. Mais celui qui sait n'est pas atteint par l'union avec des femmes. Il en tire au contraire avantage. L'empereur jaune, lit-on dans le Yu Fang Shi Yao, coucha avec 1200 femmes et devint immortel. Les gens du commun ont une seule femme et jouissant d'elle se détruisent la vie. Savoir et ne pas savoir, comment cela ne produira-t-il pas des résultats opposés ? La connaissance dont il s'agit est l'apanage d'une doctrine secrète. C'est pourquoi le même texte dit que ce procédé, les immortels se le transmettent. Ils font serment buvant du sang de ne pas le transmettre à tort et à travers. C'est aussi ce que répète le maître Teng Yin Tse en disant « Ce procédé est absolument secret, ne le transmettez qu'à des sages. » Un autre maître, Ko Hong du IVe siècle, après avoir souligné la grande importance des pratiques de l'alcôve, Fang Chong She Fa dit au sujet du but le plus élevé à atteindre « Cette recette, les hommes réels se la transmettent oralement. À l'origine, on ne l'écrivait pas. Même en utilisant les drogues les plus fameuses, si l'on ne connaît pas ce procédé efficace, la pratique avec le sexe, on ne peut pas obtenir la vie éternelle. » Il serait donc illusoire de penser que les textes expliquent en toute clarté ce dont il s'agit effectivement. Le maître taoïste cité plus haut, Ko Hong, mentionne de fait plusieurs buts poursuivis par ceux qui font un usage non profane du sexe. Pour les uns, il s'agit de porter remède à l'usure de l'énergie vitale et d'obtenir la longévité. Pour les autres, de renforcer le yang en eux-mêmes et de disperser le yin. Mais le but le plus important serait de faire revenir l'essence pour réparer le cerveau. Telle est la traduction de Maspero. Mais que le terme cerveau ait été utilisé ou non dans le texte, il est évident que l'opération à laquelle il est fait allusion est celle dont nous avons parlé il y a peu en rapport avec les pratiques concernant le souffle. Il ne s'agit pas du cerveau physique, mais bien du champ du cinabre supérieur, situé dans la tête. On doit en effet estimer en règle générale que dans des enseignements de ce genre, toute référence de nature apparemment physique ou physiologique renvoie en réalité à une anatomie et à une physiologie hyperphysique. Même si l'on distingue ces diverses finalités, le fond commun des pratiques reste toujours l'union du yang et du yin, du principe masculin et du principe féminin, porté par l'homme et par la femme. Il semble que tel objectif plutôt que tel autre soit réalisé selon telle ou telle orientation donnée à l'état d'union dans l'étreinte. Une expression curieuse mais suggestive est également employée pour désigner la pratique sexuelle. L'enroulement du dragon
et le jeu du tigre. Le dragon symbolise le yang et correspond à l'homme. Le tigre symbolise le yin et s'incarne dans la femme choisie. Il faut savoir que dans la tradition chinoise, à la différence d'autres traditions, le dragon est conçu comme un animal double. Animal terrestre et des eaux d'un côté, céleste et royal de l'autre. En tant qu'il symbolise l'homme selon sa double nature, on pourrait éventuellement rattacher au développement de l'expérience intérieure, dans le jeu du dragon et du tigre, les 6 situations du yang attribuées par le commentaire aux 6 signes yang du premier hexagramme du Yi King. Partant du bas, le dragon passe de la phase où il est caché, où l'on ne fait que le pressentir, à celle où il est visible, puis s'élance, s'élève dans les terres et disparaît. En ce qui concerne le choix de la femme, l'âge est important. Pas au-delà des 30 ans, mais le mieux est une femme qui n'a pas encore 18 ou 19 ans. Comme dans le tantrisme, elle ne doit pas être mère, elle ne doit pas avoir eu d'enfant. Ouvrez les guillemets. Et même une femme qui n'a pas 30 ans, si elle a eu un enfant, ne peut être utile. Fermez les guillemets. Très particulier, il est ici prescrit de changer de femme. Toute une série de textes insistent sur ce point comme une chose essentielle. Nous citons. Il faut changer de femme après chaque excitation. C'est en changeant de femme qu'on obtient la vie éternelle. Dit le même texte. Fermez les guillemets. Qui ajoute, rouvrez les guillemets, si on couche constamment avec une seule femme, l'essence et le souffle de la femme s'affaiblissent peu à peu et elle ne peut donner grand profit à un homme. Fermez les guillemets. Cela est même interprété dans le sens d'utiliser de nombreuses femmes jeunes l'une après l'autre, puisqu'on peut lire dans un autre texte, ouvrez les guillemets, quand on change de femme plusieurs fois, l'avantage s'accroît. Si en une nuit on change 10 fois de femme, c'est au suprême degré excellent. Fermez les guillemets. Toutefois, cela ne fait pas tant penser à des procédés véritablement ordonnés à une fin initiatique, donc de dépassement de soi, qu'à des pratiques de magie sexuelle qui pourraient même confiner au domaine d'un vampirisme psychique masculin. Cette idée vient à l'esprit non seulement à cause des références de certains textes à la longévité, à l'éloignement des maladies, au fait que le corps devient léger ou subtil à la suite de ces pratiques, mais aussi et surtout parce qu'il est recommandé parfois de ne pas utiliser de jeunes femmes au courant de la technique. Selon Peng Tse, la raison de cette recommandation, c'est que dans ce cas, la femme pourrait tirer profit de l'étreinte pour alimenter le yin et devenir, elle, immortelle. Une fille, qui sait, cherchera sa progression propre et ne servira de rien à son compagnon. Il ne s'agirait donc plus d'une expérience bilatérale dont les deux parties tirent avantage en se fondant d'une certaine manière dans les états qui se développent avec l'acte amoureux. Il faudrait penser au contraire que dans ce cas, l'homme cherche simplement une substance fluidique complémentaire à absorber ou à employer comme excitant pour renforcer la qualité yang ou qualité dragon, le principe de la virilité en soi-même, contre la qualité yin ou tigre de la femme. Il préférerait donc que sa compagne ne soit pas initiée à la signification secrète, magique de l'étreinte pour empêcher qu'elle en tire avantage et que globalement, le yin l'emporte. D'ailleurs, même dans les traités d'art amoureux profanes, un antagonisme est posé. La femme est appelée l'ennemi parce qu'elle tente à enlever le yang à l'homme. Si seul entrait en jeu un fluide féminin à absorber pour nourrir le principe vital propre, il serait alors plus facile de comprendre le recours à de nombreuses femmes jeunes, pratiquement en série. Des techniques sexuelles pour prolonger la vie dans un cadre analogue sont attestées en Inde et au Tibet. En résumé, il faut que l'homme, tout en étant uni à la femme et en provoquant l'orgasme de celle-ci, ne participe en aucune façon au plaisir. Cela mènerait dans une certaine mesure à l'absorption vampirique de l'énergie vitale féminine. Du reste, on trouve jusque dans les Upanishads des traces d'un procédé aspirant du même type, destiné à enlever à la femme la semence durant l'union et à faire en sorte qu'elle ne conçoive pas. Le texte dit que pour y parvenir, l'homme, sa bouche unie à celle de la femme, en pénétrant en elle, doit émettre le souffle,
puis l'inspirer et vraisemblablement le retenir, tout en récitant mentalement la formule « Avec ma force, avec ma semence, je prends ta semence ». Ce texte fait allusion à quelque chose d'analogue à ce qui est envisagé dans le taoïsme, puisqu'il fait dépendre l'avantage de l'homme ou bien de la femme, lorsqu'ils s'unissent sexuellement, de la possession de la connaissance. L'homme bénéficie des bonnes œuvres de la femme à laquelle il s'unit s'il sait. Mais c'est la femme qui s'approprie celle de l'homme si celui-ci n'a pas la connaissance, s'il n'est pas conscient. Le texte ajoute que même des hommes du niveau des brahmanes sont privés de virilité quand ils s'unissent à une femme sans avoir cette connaissance. Il est pourtant permis de penser que dans les pratiques secrètes taoïstes, tout ne finit pas sur un plan aussi problématique. La technique principale notamment ne s'éloigne guère de la technique tantrique. Sa première phase est appelée l'art royal d'égaliser, d'harmoniser ou de mêler les souffles, Shang Qi Shen Shu. Telle est la désignation technique des préliminaires érotiques destinés à raviver le magnétisme sexuel provoqué par le rapport yin-yang, jusqu'à un degré particulier d'exaltation et de syntonie. Après l'apparition et l'alimentation, pendant un certain temps de cet état, on passera à l'union des corps. Il est possible que ces préliminaires correspondant au rituel tantrique dont nous avons déjà parlé, Il est possible que ces préliminaires correspondent au rituel tantrique dont nous avons déjà parlé. Passer une certaine période avec la femme dans l'intimité, mais en s'abstenant de contact physique. De manière analogue, le régime de l'étreinte Yu-O ne diffère pas beaucoup du régime tantrique. En possédant la femme, l'homme ne doit pas émettre la semence. Si le processus d'éjaculation est déjà en cours, il doit le bloquer et faire revenir la semence afin de retenir l'essence, celle-ci correspondant visiblement à la virya et au bindu, au principe de la virilité magique de l'enseignement hindou. Il est dit précisément dans le Su Nyu King, ouvrez les guillemets, l'essentiel de la règle consiste à coucher avec beaucoup de jeunes femmes sans jamais émettre l'essence. Fermez les guillemets. Il s'agit de réveiller la force originelle, l'essence. Une fois que le déroulement de l'acte amoureux l'a mise en mouvement, un texte dit « elle doit devenir très agitée ». Il faut arrêter le processus d'éjaculation, chose pour laquelle certains textes prévoient même des manœuvres physiques directes. Alors a lieu le processus à rebours. L'essence réveillée et retenue monte le long de la colonne vertébrale vers le cerveau. C'est l'art de faire revenir l'essence afin de réintégrer le centre situé dans le cerveau, Wan Tsing Pu Nao. Pénétrer seulement sans émettre. Telle est la formule souvent reprise. Les instructions de Liu King sont les suivantes. Après que les souffles de l'homme et de la femme se sont harmonisés, pénétrez quand le pénis est faible, retirez-le quand il est ferme et fort, tandis qu'un autre texte dit « Celui qui entre faible et sort fort, même s'il a le meilleur destin, périra. » Comme sujet grammatical de la proposition précédente, Maspero place entre parenthèses le mot pénis, l'organe masculin appelé dans ces textes la tige de jade. Mais cette interprétation nous semble plutôt grossière. Entre autres choses, elle rend difficilement imaginable le cours que les choses devraient prendre pratiquement sur le plan physique, au début surtout, pour ne pas parler du cas où la jeune femme a un organe resserré ou bien est vierge. Il doit plutôt s'agir, foncièrement, d'un état et d'une force, non de l'organe sexuel, mais du principe yang de l'homme qui, faible au premier contact avec la femme, doit se renforcer au fur et à mesure que se déroule l'opération magique, l'emporter sur le yin et sortir dur de l'expérience. C'est là d'ailleurs l'une des finalités explicitement mentionnées dans les textes. Le ritualisme est si poussé ici que le nombre complet du yang est en 81. Tel devrait être aussi le nombre des mouvements accomplis dans la pratique parfaite par la tige de jade sur les cordes du luth, l'organe sexuel féminin. Chose qui n'est concevable que sous la forme d'une mécanisation absolument paralysante,
sauf dans le cas de ces situations très spéciales, où la réalisation intensément vécue d'un certain contenu mène involontairement, spontanément, magiquement, sommes-nous tentés de dire, à une précise structure symbolique correspondant au geste physique. Teng Yu-tse, figure légendaire d'immortel qui aurait vécu sous la dynastie Han au IIe siècle, parle d'une double finalité. Diminuer le yin pour accroître le yang et coaguler la liqueur de l'essence. Visiblement, cela revient à dire fixer la virya. Maspero rappelle que, comme pour les pratiques avec le souffle, les textes avertissent que les pratiques sexuelles ne doivent pas être abordées sans une préparation adéquate. En outre, il faut choisir, pour s'y livrer, certains jours bien précis. Il existe à ce sujet pour les taoïstes un ensemble d'interdits astrologiquement fondés. Sont écartés par exemple le premier et le dernier jour du mois, les périodes du premier et du dernier quartier de lune et celles de la pleine lune, à cela s'ajoutant d'autres dates et circonstances non favorables. Au total, ce sont environ 200 jours de l'année qui sont exclus pour la conjonction magique du dragon et du tigre. Certaines heures propices sont également envisagées. Sans être ivre, sans avoir trop mangé, il faut opérer avec la jeune femme à l'heure du souffle vivant yang, après minuit. Détail qui nous renvoie à la relation déjà établie entre la femme, l'éros et la nuit. La pratique présuppose la méditation et une intense concentration mentale. Des processus préliminaires de sacralisation, comme en Inde et ailleurs, ne sont pas prévus, mais il est dit explicitement que l'opération doit être effectuée dans un état différent de celui de la conscience ordinaire de veille. Toutes les fois qu'on pratique ce procédé, dit Teng Yu-tse, entrer en méditation. Il faut d'abord perdre conscience de son corps et perdre conscience du monde extérieur. Cela revient à dire qu'il faut entrer dans un état de transe active afin que l'expérience se déroule fondamentalement sur le plan subtil, hyperphysique, bien qu'il soit nécessaire d'accomplir des actions matérielles et évidemment de ne pas perdre la sensation de la femme et de son corps. Au sujet de l'aspect le plus important, la montée de l'essence vers la tête après l'arrêt et le détournement de la force réveillée par rapport à la direction menant à l'émission de la semence dans la femme, il faut que la pratique s'accompagne de la représentation mentale permettant de suivre et de diriger le procédé à l'intérieur de soi-même. Le même Tseng Yu-tse mentionne aussi une invocation. Au terme de celle-ci, nous citons « Les hommes garderont l'esprit fixé sur les reins, conservant fermement l'essence et distillant le souffle, qui suit la colonne vertébrale et monte au Ni-Wan à l'inverse du courant. C'est ce qu'on appelle faire revenir à l'origine, Wan-Yuan. Les femmes garderont l'esprit fixé sur le cœur, nourrissant les esprits, distillant un feu immuable, faisant descendre le souffle des deux seins aux reins, d'où il remonte par la colonne vertébrale et va aussi au Ni-Wan. C'est ce qu'on appelle transformer le réel Wa-Chen. Au bout de 100 jours, on arrive à la transcendance. Si on pratique ce procédé très longtemps, on devient spontanément homme réel et vivant éternellement, on traverse les siècles. C'est la méthode de ne pas mourir. Fermez les guillemets. Au sujet de ce non-mourir, l'ambiguïté précédemment relevée se représente. On ne voit pas bien si tout se ramène à la conquête de la longévité et à la fabrication d'une espèce d'élixir alchimique. En effet, on rencontre même parfois des expressions comme « que vous soyez jeune ou vieux, vous redeviendrez adolescent », ou bien si une sorte de réintégration d'ordre également physique et vital est considérée comme la conséquence d'une réalisation plus haute, la réalisation de la vie immortelle, au sens propre, transcendant. En présence d'ambiguïté de ce genre, il faut toujours se souvenir de l'avertissement des textes. Le cœur de ces enseignements initiatiques n'était transmis que par voie orale. Les matériaux réunis par Maspero ne contiennent pas d'indications sur les dangers des pratiques sexuelles d'union du yin et du yang. Toutefois,
il y a lieu de penser qu'elles exposent pareillement au risque d'intoxication érotique lorsqu'en raison de la faiblesse de l'homme dans l'union magique, le yin, ou qualité tigre, agissant chez la femme, l'emporte de façon occulte sur le yang, ou qualité dragon, actif chez l'homme. Peut-être est-ce là le motif du conseil de ne pas utiliser de jeunes femmes initiées à l'aspect secret de la pratique, car elles pourraient alors tirer profit d'un développement dangereux du yin, chose qui inverserait complètement la polarité de la pratique. Au-delà des opérations sexuelles individuelles accomplies par un couple isolé, certains textes taoïstes font mention de pratiques collectives, qui semblent avoir été un mélange d'anciens rites orgiaques saisonniers, au printemps et à l'automne, et de techniques à proprement parler initiatiques. Sont indiqués comme propices pour ces rites collectifs les jours de nouvelle lune et de pleine lune, jours qui, inversement, devraient être évités pour les rites sexuels individuels. L'idée que ces rites collectifs visent à libérer des péchés et à éloigner les malheurs, pouvant en dériver des actes accomplis conformément à la loi des actions et des réactions concordantes, fait penser que leur finalité est un bain, une purification obtenue par immersion dans le sans-forme, les eaux, finalité dont nous avons parlé à propos du sens ultime des rites orgiaques en général. Mais la différence est que dans ces pratiques collectives, le régime de la non-émission de la semence durant l'étreinte devrait être observé. Il est dit à ce sujet dans le Xiao Tao Luen, ouvrez les guillemets, « Ceux qui s'adonnent à cette pratique réalisent la formule réelle dans le champ de Cinabre, mais ils prennent garde au secret défendu et n'émettent pas sur la voie. » Fermez les guillemets. Le principe est celui de la promiscuité. Rien ne doit s'opposer à l'échange des femmes. Quant au but, le même texte fait allusion à l'idée de s'assurer une force protectrice, faste, comme contre tout danger, toute influence hostile, tout démon. Si l'effet recherché est bien la réalisation de la pure qualité yang masculine, on pourrait entrevoir là un parallèle avec le fondement des idées antiques relatives au pouvoir magique et d'exorcisation du phallus. Il est cependant difficile de concevoir l'association de l'orgie collective avec des unions sexuelles sans émission spermatique. Cela n'est au mieux envisageable que dans le cadre d'une chaîne magique convenablement organisée et articulée, comme les cercles tantriques dont nous parlerons plus loin, non en cas de promiscuité effective. Mais il est précisé à ce sujet qu'il y a des choses qu'on ne peut exposer en détail. Il est hors de doute de toute façon que ces pratiques collectives, dans certains cas, ont dégénéré, puisque certains auteurs regrettent qu'elles aient donné lieu durant la période postérieure au Wei et au Qin à la naissance d'enfants parmi les taoïstes, chose qui implique évidemment un abandon au cours normal, humide, des unions humaines.